Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au webinaire Avalanche Québec. Je m'appelle Julie, c'est moi qui vais être avec vous ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. On est très content d'offrir une autre édition du webinaire en ligne Avalanche Québec. C'est une tradition qui se poursuit depuis plusieurs années. Donc, la tradition se poursuit aujourd'hui. Donc, les participants et participantes du webinaire Zoom, donc vous qui êtes derrière l'écran, par défaut, votre micro et vos caméras sont fermés. Il va y avoir une série de présentations ce soir. Donc, on vous encourage fortement à poser des questions. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la boîte qui est en bas de votre écran, qui est la boîte questions-réponses, ou si l'affichage est en anglais, c'est Q&A. Donc, vous pouvez écrire à tout moment votre question dans cette boîte-là. Si vous désirez poser votre question de façon verbale, vous pouvez lever la main. Il y a aussi un bouton dans le bas de l'écran, Raise Hand, où est-ce que vous pouvez lever votre main et ensuite on actionne votre micro pour que vous puissiez parler, poser votre question verbalement. La section de la discussion ou la boîte de chat, on va la conserver pour les ressources ou les différents liens qu'on va vous partager ce soir. Donc, il y a des liens vers des sites Internet qui vont être fort utiles. Et aussi, pour un affichage optimal, vous pouvez aller dans le haut de votre écran, en haut à droite. Il devrait y avoir un onglet qui s'appelle Intervenant ou Speaker. Vous cliquez là-dessus et vous utilisez le mode plein écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir la présentation en entier. Donc, ce soir, on a 4 présentations. En fait, c'est l'équipe Avalanche Québec qui va vous présenter différents projets sur lesquels on a travaillé depuis quelques mois déjà. Donc, on va parler de l'application mobile Ski Haute-Gaspésie. On va avoir aussi un résumé des sciences de la neige et des sciences sociales. C'est un nouveau produit qu'on offre cette année. On a aussi un nouveau produit qui s'appelle les produits hors zone. Donc, l'année dernière, on avait un projet pilote pour les prévisions d'avalanche hors de la région des Chic-Chocs. Donc, on avait des prévisions pour le littoral de la côte gaspésienne et la région de Murdochville. On va vous présenter le nouveau produit qui va avoir lieu cette année. Et on va vous faire aussi une présentation des différentes stations météo que vous pouvez consulter à tout moment via notre application et notre site web. Finalement, on va discuter des tests de cisaillement à ski, qu'on appelle couramment les ski cotes. C'est des tests qu'on utilise souvent. On n'enseigne pas nécessairement les techniques dans les cours de niveau récréatif, mais c'est des tests qui sont fort utiles. Donc, si vous voulez rester jusqu'à la fin pour en apprendre davantage, ça serait excellent. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Je passe la parole à mon collègue Anthony, qui va vous faire un petit topo sur l'application mobile Ski Haute-Gaspésie. À toi, Anthony. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Anthony. Je suis technicien en Avalanche depuis, je commence ma troisième année chez Avalanche Québec. Je suis aussi responsable des services publics. Donc, tout ce qui va être le côté événementiel cet hiver, c'est moi qui est derrière ça avec l'équipe. Euh, donc, voilà, ça, c'est dit. Et je vais vous faire un petit topo de l'application Ski Haute-Gaspésie, si jamais vous la connaissez pas déjà. C'est un outil vraiment, comment dire, essentiel ou vraiment très pertinent à avoir dans son cellulaire pour se promener dans l'arrière-pays gaspésien. Ça donne vraiment beaucoup d'informations. On retrouve en gros là, toute l'information si jamais vous étiez familier à l'époque avec le guide des Chic-Chocs qui était en format calepin. On y retrouve toute cette information-là sur l'application. Donc là, juste un petit topo rapide, là. Je vais juste faire. J'ai mon écran ici. Comme ça, OK. Donc là, je suis sur le site d'Avalanche Québec.
Et si vous voulez aller chercher des infos sur l'application, il y a un nouvel onglet ici, App mobile. Donc, vous pouvez juste sélectionner ça et on va attendre que ça load. Puis comme ça dit, ben, l'application, c'est un outil essentiel dans l'arrière-pays. Fait qu'un petit topo rapidement. Ça offre plus de 130 itinéraires de montée et de descente. On a le bulletin d'avalanche, les conditions météo et on a accès au réseau d'information en montagne. Donc, on peut faire un mine directement sur notre cellulaire. Bref, un incontournable comme il est mentionné ici. Euh, donc, si vous voulez aussi, dans le fond, on a accès à deux versions de l'application, soit une version gratuite et une version abonnement pro. Donc, on peut juste regarder rapidement les petites différences là, qui sont facilement observables ici. Là. Donc, on a l'entièreté des itinéraires sur la version pro avec les détails et tout. On a la géolocalisation d'Extra. Euh, on a les cartes topo et satellite, dans le fond, que quand on zoome, en fait, là, je le dis comme ça, là, mais je vais aller faire un survol de l'application avec vous là, directement sur mon cellulaire. Fait que là, je fais juste une petite présentation, un petit topo de tout ça, rapide. On a des couches d'informations d'extra aussi qu'on peut utiliser via l'application Pro. On a la web caméra qui est accessible aussi sur la version gratuite, sauf que là, on peut aller voir les versions, les derniers 24 heures de l'application, de la web caméra plutôt. Donc, ça peut être intéressant de voir s'il y a neigé ou pas sur le Mont Albert. Euh, on a les données météo aussi des dernières 24 heures sur nos différentes stations qu'on a accès. Puis, elle vient sans publicité et bien plus qu'on peut aller voir ensemble à l'instant. Puis, ça vient tout ça sans publicité quand on paye 5 par année. Donc, voilà, dites-vous que si vous buvez pas deux cafés ou un gourou pendant 2 matins, ben, vous devriez être correct. Euh, fait que là, fait que là, je vais rapidement partager mon cellulaire pour aller, mon écran de cellulaire pour aller sur l'application avec vous. Ce ne sera pas bien long, laissez-moi un petit 10 secondes, soyez indulgents. OK, donc là, on voit mon cell. Premièrement, l'application elle ressemble à ça ici. Donc, celle-là ici que je viens de bouger. Ce qu'il y a de la Gaspésie, vous pouvez aller la télécharger sur Google Play ou sur le Apple Store, I guess. Je suis pas familier avec les iPhones, mais c'est sûrement ça. Une fois qu'on rentre sur l'application, là, moi, je suis sur l'application, l'abonnement pro. Donc, on a, comme on l'a mentionné au départ, on a le bulletin en premier plan. Donc, si on clique sur l'onglet du bulletin, on a un accès à toutes les informations du dernier bulletin qui sort à 18 heures à tous les soirs. Donc, on a vraiment accès à toutes les informations là, concernant le bulletin, donc les problèmes, les cotations de danger, l'indice de danger plutôt. Puis on a même des petites en-têtes là, qu'on peut aller voir pour des aides mémoire, nous rappeler c'est quoi finalement l'indice de danger faible, par exemple. Et voilà, ça fait un peu le tour. Ben, ici en haut, si on regarde, il y a les problèmes. Donc on peut aller voir qu'aujourd'hui, le problème numéro un, c'est les plaques avant, un classique des Shake Shock. Et dans les détails, ben, on peut aller lire tous nos détails habituels, donc le sommaire des avalanches s'il y en a eu, et le sommaire du manteau neigeux, le manteau neigeux, si on veut, de A à Z. Donc, avec un petit sommaire météo aussi. Et voilà. Donc, si je retourne, donc on a aussi une petite prévision météo qui est juste là, qu'on peut aller lire la prévision météo de ce soir, de la journée suivante et la nuit suivante et les quelques jours à suivre. Donc, un classique météo. Si je retourne dans la météo,
On peut avoir notre petit aperçu aussi météo qui est écrit par, par Matt McDonald, qui est qui est dans l'Ouest, mais qui fait la météo pour nous. Donc, ça, c'est l'aperçu météo. Ensuite, on a d'autres ressources météo qui sont accessibles sur ce lien-là. Fait que si jamais ça peut carrément être, en fait, on peut carrément s'en servir là, comme outil de planification de nos sorties. Là. C'est ça qui est génial. Là. Fait qu'on on a vraiment tout ce qu'on a de besoin pour se planifier une sortie. Fait que si on regarde juste en bas ici, rapporter une avalanche, si je clique dessus, on a en fait, c'est un accès aux mines, donc au réseau d'information en montagne. Fait que directement quand j'ai du réseau, je pourrais décider de faire un petit mine là, aussitôt que je peux sur mon cellulaire. Là, c'est aussi facile d'accès que ça. J'ai même pas besoin d'attendre d'arriver devant mon ordi chez nous le soir. Puis encore mieux que ça se peut qu'on se ramasse bientôt avec un peu plus de réseau cellulaire dans le parc. Un petit scoop ici. Mais si c'est le cas, bien, on va pouvoir envoyer des mines directement pendant qu'on est sur la montagne. Ça serait pas génial. Ça serait génial plutôt. Donc, si on va ici dans les conseils de planification, on a dans le fond des encadrés qui reprennent le processus quotidien qu'on peut aller consulter aussi à travers le manuel de cours de CSA1, par exemple. Donc, si on va, si on a vraiment tous les onglets, valider les conditions, adopter des bonnes pratiques de déplacement, fait que ça peut vraiment être un bel outil d'aide-mémoire à tout ça ou à parler en groupe si on est avec un groupe moins expérimenté cette journée-là. Pourquoi pas? Alors, ici, on a un peu plus bas, on a la web caméra. Si je clique dessus, là, comme je vous disais, avec l'application Pro, on a accès aux dernières 24 heures. Fait que si vous tassez l'onglet ici, hop, là, je suis rendu à 9h10 que samedi. Bon, 2h10 du matin, le 13. Et là, le 12 à 21h10, il faisait noir. Hein. Fait que, on peut aller voir les différentes photos. Ah, et regardez ça, à 11h10, il faisait soleil, ciel bleu. Ça, c'est beau. Excellent. Donc, ça peut être intéressant d'aller consulter ça direct sur notre cellulaire, encore une fois, juste à portée de main. Ensuite, on a les données des stations météo. Donc, on peut aussi consulter les données des dernières 24 heures. Fait que si, mettons, je veux, par exemple, la station du Mont-Ernest-à-Force ou du Petit-Mont-Saint-Anne que Jean-François va nous parler tout à l'heure, en fait, on peut juste cliquer ici sur dernières 24 heures. Puis là, on aurait on peut regarder d'un, on voit l'altitude de la station météo, fait que ça peut nous donner une belle idée par rapport à je me situe où en montagne, où je m'en vais où plutôt, ou à quelle hauteur je vais skier, ou à quel bref, tous ces paramètres. Donc, celui-là est à 635 mètres. Ensuite, on peut regarder la neige des dernières 24 heures au sol et la nouvelle neige. Fait que c'est super clair, net et précis. On a la température, puis les précipitations aussi en pluie. Donc, je sais pas pourquoi il veut pas tasser en ce moment. Ou c'est juste ça. OK, non. C'est juste ça. Donc voilà, fait qu'on a accès à une panoplie d'informations sur toutes nos stations météo ici. Si on passe à l'outil suivant, on a un outil de sauvetage. Et en fait, l'outil de sauvetage, c'est juste la carte de sauvetage autonome que vous avez tous reçu lors d'un cours CSA1 ou un autre cours. Puis si vous n'en avez pas suivi, vous allez recevoir ce genre de carte-là comme aide-mémoire. Donc, toutes les étapes s'y retrouvent, là, les étapes de recherche d'un signal là, avec s'il y a une situation là, d'ensevelissement dans votre groupe. Fait que, à portée de main dans votre cellulaire, vous avez accès à ça. Donc, plus besoin de traîner de papier. C'est magnifique. Et ensuite, on a encore une fois un petit rappel au réseau d'information en montagne qu'on peut aller consulter directement ici.
Donc, ça, c'est dit. Voilà. Donc, en haut, j'ai trois onglets. J'ai l'onglet Accueil, l'onglet Carte et les paramètres. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est avec la carte. Si on y va. Bon, ben là, on a la carte de la poudreuse, finalement, qu'on appelle. Donc, on a toutes les différentes régions offertes d'offres de ski dans les Chic-Chocs qui sont représentées sur la carte. Donc, je peux rapprocher à tous les endroits, par exemple, si je vais dans le secteur de notre zone de prévision Avalanche Québec, puis que, mettons, un petit détail, je vais essayer des petits détails comme ça si je me rapproche puis que je vais sur le Mont Lyell. Et là, oups, j'ai un onglet comme ça, vu que le Mont Lyell est un site FQME, ben, qui me rappelle que je peux m'abonner à la FQME pour contribuer à la mission de la FQME, finalement. Fait que moi, je vais cliquer sur plus tard. Est-ce que vous avez le choix? Et ensuite, si on rapproche, on continue de rapprocher comme ça, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on voit toutes les descentes, toutes les montées. Fait que, mettons, ici au Mont-Lyell, pour ceux qui se reconnaissent, il y a le parking en plein milieu de l'écran. Fait que là, les lignes de montée sont toutes en pointillés. Les lignes de descente, c'est des lignes pleines avec des flèches. Fait que si je clique sur cette ligne-là par hasard, qui est un sentier de montée, ici, je peux monter l'onglet de détail avec toutes les informations de ce sentier-là. Donc, on a la distance du sentier, le dénivelé qu'on va faire. Fait que ça peut être. Puis, il va y avoir aussi l'exposition sur l'échelle de danger d'avalanche. Donc, on se retrouve en terrain simple pour 4,6 km de progression. Et si je recule un petit peu ici, on voit qu'il y a des couleurs, hein, c'est blanc un peu partout autour, mais tout ce qu'on va utiliser comme territoire, le secteur de glisse finalement, est coté en terrain simple, exigeant et complexe. Donc, simple en vert, exigeant en bleu et complexe en noir. Donc, on retrouve ça partout à travers la carte. Ça fait que si je m'en vais, par exemple, au Mont-Albert, ben, on voit que c'est du terrain complexe ici, qu'on se retrouve en terrain exigeant le long du chemin qui nous amène jusqu'à la Grande Cuve, et la Grande Cuve est en terrain simple, par exemple. Ensuite, si je clique sur une des flèches de descente, donc mettons que je clique sur celle-ci, là j'ai le couloir à Denis, même chose, j'ouvre l'onglet, j'ai tous les détails de la descente, ça fait que ça peut vraiment orienter mon choix pour savoir si je m'enligne sur cette descente-là ou pas, avec toutes les informations nécessaires, les détails à savoir, et il y a même une photo avec la flèche de la descente qui vous le montre encore plus, donc vous pouvez, à partir du bas de la pente, vous pouvez déjà commencer à vous faire votre idée en regardant votre descente, puis vous vous pouvez valider finalement en regardant l'application pour que vous assurer d'aller au bon endroit. Donc, ça, c'est fait sur la carte. Donc, on a tout ça. Euh, Ici, en haut à droite, si je clique, il y a un petit onglet avec une petite goutte et un plus. C'est pour faire un rapport mine, encore une fois. Donc, il y a plein d'endroits pour aller remplir un rapport mine. On fait un rappel à ça à plusieurs endroits sur l'application. Ensuite, il y a même le bulletin, le triangle, la petite pyramide avec les trois couleurs. Ça, c'est le bulletin. Je peux retourner voir le bulletin rapidement. En bas, à droite, il y a les couches de cartes. Donc, si je clique, j'ai le type de terrain que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est simple, exigeant et complexe. Et si je clique sur l'autre couche de cartes, j'ai les angles de pente. Fait que ça aussi, ça peut être vraiment intéressant. Euh, Puis juste en bas, on a les rapports mines. Donc, je pourrais ajuster lesquels je veux voir parce que je vais les voir sur l'application s'il y en a eu. Fait que mettons que moi, je mets 3 jours pour pas qu'il y en ait trop à chaque fois. Euh,
ben là, je pourrais voir s'il y a eu des rapports. Puis, vous voyez, il y en a eu un au Mont Oxback. Fait que là, je vais juste cliquer ici. Il a été fait aujourd'hui. Donc, voilà, on peut aller lire ce rapport-là. Euh, et là, ben, la couche des angles de pente que je viens de sortir, ben, vous voyez, ça peut être intéressant pour planifier justement, OK, moi, je veux rester dans un certain degré de pente. En mauve, c'est beaucoup trop intense pour moi. Là, il faudrait justement aller voir la légende aussi qui parle des différents degrés. Fait que si je vais sur la légende, ben, angle de pente en bas, on a tout ça. Donc en mauve, c'est du 50 degrés. Si t'es pas confortable d'aller dans du 50 degrés, ben, grâce à la couche d'angle de pente, tu vas pas t'y enligner à l'aveuglette. Fait qu'en jaune, on est un peu plus dans du 30 degrés, orange 38. Fait que c'est un peu ce qu'on recherche en général. Fait que je peux vraiment m'orienter grâce à cette couche-là, puis ouais, ben, prendre des meilleures décisions par rapport à ça. Donc, je retourne avec ça. Euh, un autre, euh, un autre feature, c'est en bas à droite, la petite cible, c'est la géolocalisation. Donc là, c'est génial. Elle m'a ramené exactement où je suis. Fait que si ben, peu importe où vous êtes, puis si votre cellulaire est en mode avion, vous pèsez sur le bouton géolocalisation, puis vous allez tout le temps être géolocalisé sur la carte. Donc, voilà. Et enfin, il y a en haut à droite le petit engrenage pour faire les paramètres finalement de l'application. C'est remplir ces paramètres de la façon qu'on veut. Euh, on peut même télécharger les cartes lorsqu'on est hors connexion. Par contre, la carte reste disponible même si on ne télécharge pas toutes les cartes. Donc, la grande carte. On a, euh, on a aussi ben, c'est ça. En fait, on peut aller s'abonner directement sur l'application. Là, si à un moment donné, moi, je décide d'aller télécharger euh, l'application gratuite, ben, je peux, puis que je veux finalement avoir toutes les, euh, toutes les options sur l'application Pro, ben, je peux m'y abonner directement à partir de l'application sur mon cellulaire. Donc, voilà. Alors, Alors, c'est ça pour moi, pour la présentation de l'application. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut prendre un petit 5 minutes pour y répondre. Puis sinon, ben, merci d'avoir écouté. Puis euh, on peut continuer le webinaire avec une autre présentation. Et bonne soirée. Est-ce qu'on a des questions, Julie? Oui, oui, c'est une décision. Euh, les corps vides, on peut les remplir, même quand on est hors de son cellulaire. Quand on vient en zone cellulaire, on peut les soumettre. C'est intéressant à mentionner. Excuse-moi, Julie, j'entends vraiment rien. Je ne sais pas pourquoi. Oui, en fait, je Ah disais ouais, c'est bon. qu'on peut remplir un rapport mine, même quand on est hors réseau cellulaire, on peut le remplir directement sur le téléphone et quand on revient en zone cellulaire, on peut appuyer sur le bouton finition. Donc, on peut le soumettre une fois rendu en zone cellulaire, on peut déjà commencer à faire notre entrée euh, hors réseau cellulaire. Donc, il y avait deux questions ici. Euh, la première question, c'était si j'ai téléchargé l'application en 2021 et que j'ai payé 5 en 2021 pour avoir accès à la géolocalisation, est-ce qu'il faut s'abonner à 5 par année? Ouais. Ouais, ben la réponse c'est oui. On a décidé en équipe de rendre l'application à 5 par année. Donc, pour tenir l'application à jour, ça sera
C'est dorénavant notre nouvelle formule. Donc, il y a beaucoup de travail à faire derrière tout ça pour que ça fonctionne bien constamment. Alors, voilà. Effectivement, ce sera 5 $ par année. Parfait, merci. L'autre question, c'était pour ceux qui ont déjà l'application, est-ce qu'il faut faire une mise à jour de l'application ou qu'elle va se faire de façon automatique? Non, en fait, vous devriez pouvoir aller justement dans l'onglet paramètres et pouvoir vous appliquer pour la version pro, là, en fait. Donc, vous abonner pour la version pro. Fait elle va pas se faire automatiquement l'application, la mise à jour. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres questions. S'il vous plaît, vous pouvez les inscrire dans la boîte de questions-réponses. Donc, on a des commentaires de c'est super la nouveauté de l'onglet de compte. Génial pour ceux qui veulent l'essayer. Donc, je laisse peut-être 1 ou 2 minutes. Puis sinon, c'est ça, on a mis dans la boîte de discussion, le chat, le lien vers la page d'Avalanche Québec qui explique en détail les fonctionnalités des deux versions. Donc, vous prendrez le temps de lire les détails associés. Donc, voilà, c'est une longue question. Puis Julie, je veux juste signaler encore que ton son il est vraiment robotique et doublé. OK. C'est peut-être le micro des écouteurs qui fait ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est Ah, mieux, là? ouais, ça marche. OK. Bon, Parfait. vous m'entendez bien? On va tous avoir un meilleur webinaire grâce à ça. OK. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Voilà. Je donne la parole à Laurie. Tu peux parler, je crois, Laurie? Pas de nouvelles. Bon, si tu as un commentaire, merci de l'écrire dans la boîte questions-réponses ou dans le chat. On va regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. Parfait. Ben, merci, Anthony. Ça fait plaisir. Juste avant de continuer, c'est ça, j'avais préparé un petit sondage. En fait, comme je vous vois pas et je ne sais pas qui est dans la salle, j'aimerais savoir quel sport hors piste pratiquez-vous? Est-ce que vous êtes des gens qui font du ski, de la raquette, de la motoneige, de l'escalade de glace, un peu des deux? Donc, je vous laisse le temps de répondre. Voilà, il y a 43 personnes qui participent à ce webinaire et on a une majorité de skieurs, de randonnée alpine, donc skieurs, télémarqueurs et splitboarder. On est 97% qui représentent cette classe-là. On a aussi des gens qui font du ski nordique, là, du ski de fond et quelques personnes aussi qui font de la raquette. Donc voilà, merci. Et une dernière question pour savoir un peu qui est dans la salle. J'aimerais savoir si vous avez suivi une formation de sécurité en avalanche. Est-ce que vous avez fait une formation de type récréative, CSA 1, CSA 2? Est-ce que vous avez fait une formation professionnelle niveau 1 ou ABSER? Vous avez fait une formation récréative et désirez faire une professionnelle ou pas du tout de formation? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, voilà, on a 50% de l'audience qui ont suivi une formation récréative, CSA1, CSA2, 50% qui ont suivi une formation de niveau professionnel. Donc, voilà, c'est vraiment le public qu'on ciblait, le public professionnel et de type récréatif. Donc, je suis vraiment contente de savoir que il y a des gens qui ont suivi des formations. Puis, ceux qui veulent continuer leur éducation, bien, on a un gros cursus de cours. Vous pouvez visiter la page Avalanche Québec Éducation. Vous avez des cours récréatifs presque tous les week-ends au Québec. Et pour l'instant, les formations professionnelles sont malheureusement complètes pour cette année, mais d'autres viendront l'année prochaine. Donc, on poursuit la soirée avec une nouvelle personne dans l'équipe. C'est Benjamin qui va nous parler de la science. Bonjour, Benjamin. Merci,
Julie, je vais partager mon écran, puis on va commencer ça. Donc, ouais, moi, c'est Benjamin. Je suis un nouveau technicien pour Avalanche Québec. L'hiver passé, j'ai fait un stage avec Avalanche Québec, fait que j'ai gravité un peu autour de l'organisation puis de l'équipe. Puis cette année, je vais être aussi en support au service professionnel. Mais en plus d'Avalanche Québec, je suis aussi étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Rimouski et je travaille sur l'impact des changements climatiques, sur les propriétés du manteau neigeux puis la stabilité du manteau neigeux ici dans les Chic-Chocs, mais aussi dans l'Ouest canadien. Et je devrais avoir des résultats au courant de l'hiver que ça me fait plaisir de partager avec vous pour mieux comprendre qu'est-ce qui va arriver dans nos Chic-Chocs à nous en termes de changement climatique puis la neige. Donc, on pourrait dire que j'ai quand même un fort intérêt pour la science, mais surtout un intérêt de faire le pont entre la science puis les opérations pour les utilisateurs. C'est vraiment ça que je vais essayer de faire ce soir et au courant de mon hiver avec Avalanche Québec. Dans ce sens, je vous ai préparé un résumé de 2 présentations qui ont été faites au International Snow Science Workshop en octobre dernier. Le ISSW, c'est la plus grosse conférence de neige qui a lieu à chaque année avec des chercheurs de partout à travers le monde où on parle de sciences de la neige. C'est vraiment une grosse conférence pour les avancées scientifiques. Puis j'ai décidé de prendre 2 articles bien différents, puisque je savais qu'on allait avoir un grand public, certains membres professionnels, certaines personnes plus dans le grand public, puis des skieurs et des skieuses. Donc, j'ai décidé de prendre 2 sujets assez larges. Le premier sur une nouvelle technique de communication pour les Extending Column Tests, que je vais appeler ECT pour le reste de la présentation. Puis la deuxième sur les bonnes habitudes après une formation. C'est une étude un peu sur les changements de comportement suite à un cours récréatif de sécurité en avalanche. Bon, les ECT, Julie, si tu peux partir ma question de quiz. En fait, cette question-là, je m'intéresse un peu à voir est-ce que vous utilisez des tests de neige dans vos déplacements? Est-ce que vous en avez déjà fait ou jamais fait? Si oui, c'est lesquels qui sont les principaux dans vos déplacements? Donnez un peu de temps pour répondre. Bon, mais on a quand même un peu des réponses dans chaque bloc. 20% environ d'entre vous n'ont jamais fait de test de stabilité. Quand même un 48%, presque 50% qui font des tests de compression, puis un autre 40% qui font un ECT. D'autres personnes qui font des tests un peu plus informels ou qui ne font pas nécessairement des tests à toutes les sorties. Mais je suis content de voir cette différence entre des personnes qui font des tests de compression, les CT ou les ECT que je vais parler aujourd'hui. Pourquoi on veut faire des ECT sur le terrain? Le ECT nous permet de mieux comprendre la tendance d'une plaque et d'une couche faible dans la partie supérieure du manteau neigeux à provoquer une fracture ou à se propager. Fait que si je vous relance dans le Ogers pour les personnes qui l'ont étudié durant un cours professionnel, on va isoler une colonne de 90 par 30 cm, puis après, avec une série de tapes qu'on fait sur la pelle à une extrémité de la colonne, on est capable de voir une fracture ou non, voir comment elle se propage dans le manteau neigeux. Ensuite, le Ogers nous donne une note qu'on est capable de classifier selon le type de la fracture et le nombre de tapes. Par exemple, on pourrait dire ECTP pour une propagation qui fait sur toute la colonne, 18 parce que c'est à la 18e tape qu'on a vu la fracture. J'ai aussi vu dans le sondage des tests de compression, les CT. Les CT sont peut-être plus souvent utilisés ou c'est peut-être plus souvent ce qu'on voit sur Instagram, par exemple, là, quand on voit des vidéos de tests de stabilité. Par contre, c'est des tests qui nous permettent de voir les différentes couches dans le manteau neigeux, dans la partie supérieure du manteau neigeux. Puis les ECT, on rajoute la composante de propagation d'une couche faible. C'est vraiment un test qui est intéressant. C'est sûr qu'il prend un peu plus de temps à faire sur le terrain, mais c'est sûr que chez nous, chez Avance Québec, on fait les deux. Si moi, personnellement, j'en avais juste un à faire, je pense que j'irais plus vers le ECT pour cette correspondance ou cette caractéristique de propagation. Donc, je vous présente une photo ici d'une colonne isolée. Puis à la fin du test, on voit une fracture claire qui s'est propagée à travers le manteau neigeux. Fait que là, nous, en tant que techniciens ou prévisionnistes, on va être capable de s'intéresser à cette couche faible, voir pourquoi on a eu une propagation sur cette couche faible, puis l'évolution dans le temps de cette couche qu'on va suivre. Je fais une petite mise en situation. On est un groupe de skieurs ou un groupe de guidage qui se promène sur la montagne avec des walkie-talkies ou des radios. Puis là, il y a un des groupes qui veut communiquer, qui ont fait un test et qui ont eu des résultats. Avec la façon de fonctionner actuelle, le message pourrait ressembler à ça.
j'ai fait un test, j'ai un ECTP 17 down 18 sur des facettes. Fait que dans cette phrase-là, il y a quand même beaucoup d'informations à déchiffrer. C'est sûr que quand on travaille avec des tests ECT tous les jours, ben, on est capable de rapidement comprendre ce que ça veut dire. Mais le but de la recherche que je veux présenter aujourd'hui, c'est d'avoir une nouvelle technique de communication. Une communication, une manière plus simplifiée de communiquer les résultats d'un ECT entre un groupe de skieurs ou entre un groupe de guidage ou même entre les opérations. Fait qu'on va donner un score qui est appelé le Grom Score, entre 0 et 9, où tout ce qui est égal ou plus petit que 5 est considéré comme un test qui donne un résultat instable, par-dessus 6, un résultat qui est stable. À travers cette classification-là, on va regarder trois facteurs principaux. La force du manteau neigeux, la propagation dans la fracture, puis la structure générale. Si je vous présente le tableau qui a été présenté par les chercheurs au ASSW, là, c'est un gros tableau, beaucoup de couleurs, beaucoup de chiffres, mais je vais le décortiquer avec vous une étape à la fois. La première partie, la force du manteau neigeux, c'est simple, on va juste évaluer le nombre de tapes qu'on a faites durant le test pour donner un résultat. Si ça a pris 22 tapes à avoir un résultat, ben, je donne le score de 3. Un score que je vais additionner ensuite sur les caractéristiques de propagation. La propagation, on regarde le type de fracture observée durant le ECT. Est-ce qu'il y a une propagation complète, un ECTP, on donne le score de 1. Est-ce que le test a eu un résultat, mais pas une propagation, on va donner le test de 2, ainsi de suite, selon les différents scénarios. Le troisième est un peu plus complexe, je vais vous l'avouer. Ça demande une évaluation ou une analyse plus grande de la structure du manteau neigeux. Par exemple, la présence ou non de couches faibles ou de persistent weak layer. C'est sûr que si on skie beaucoup dans les chic-chocs ou si on s'intéresse à la structure du manteau neigeux, c'est des informations qui sont très rapides à sortir dans un profil ou à travers nos expériences. Vous allez voir en dessous pour un résultat very poor qui appelle un résultat de 0, c'est all lemons. Puis là, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ont fait leur cours professionnel. Vous vous rappelez peut-être qu'on a parlé des lemons ou des yellow flags. Fait que je les présente ici parce que c'est une grande inspiration pour les auteurs de la recherche que je vous présente aujourd'hui de donner des cotes à un manteau neigeux. Fait qu'eux, Makanen, quand ils ont présenté ce travail-là, il a donné 6 critères qu'on regarde quand on fait un profil complet de neige, des critères qu'on va regarder sur les couches, mais aussi sur les interfaces pour donner un score de 0 à 6 sur toutes les couches qui nous permettent en tant que technicien ou en tant que professionnel de l'industrie d'avoir une meilleure compréhension de la structure du manteau neigeux. Pour revenir à notre recherche, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'une méthode comme ça? Ben, un des gros avantages, c'est que c'est de la communication simple. Ça nous permet aussi de suivre l'évolution à travers un cycle d'instabilité. Par exemple, si on utilise un cadran avec une rose des vents où on voit nos 3 bandes d'élévation avec les différentes orientations. Nous, par exemple, c'est un exemple fictif, mais chez Avalanche Québec, on pourrait dire on a eu une série de tempêtes de neige, on aimerait ça regarder comment le manteau neigeux stabilise. Fait qu'on va faire des tests sur 3 semaines. Chaque semaine a une couleur différente. Puis après, on est capable de mettre les résultats des tests sur ce tableau-là. Voir est-ce qu'on va vers une stabilisation du manteau neigeux? Est-ce qu'on a encore des tests qui nous impressionnent? Fait que c'est une façon de suivre l'évolution de manière visuelle que personnellement, je trouve assez intéressante. Les inconvénients, c'est une simplification d'une observation. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est important de comprendre aussi la réalité des tests de stabilité. On ne fait pas des tests pour nous donner un go sur une descente. Il faut prendre en compte la variabilité spatiale quand on fait un test. On peut faire un test qui va nous dire hey, j'ai vraiment pas le goût de descendre ici, mais on ne peut pas prendre en compte que si je fais un test, le résultat nous dit que c'est stable, que c'est sûr que tout va être stable. Ce n'est pas la réalité des tests. Pour revenir un peu sur la méthodologie de l'article, les auteurs, pour vérifier leur méthode, ont pris plus de 10 000 profils de neige. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que 30 des résultats qui étaient considérés instables, ben, c'est des faux instables, puis que 10 des stables étaient des faux stables. C'est quand même intéressant, cette statistique-là. Moi, elle me parle beaucoup. Ça veut dire que l'outil est un peu plus conservateur qu'on pourrait croire. Le fait que ça soit conservateur, c'est quand même bien. C'est-à-dire qu'il y a juste 10% de faux stables. Selon moi, c'est une très belle statistique, puis c'est un intérêt peut-être de l'intégrer à vos pratiques. Le deuxième article, un peu plus différent, on va tomber vers les sciences sociales, un article qui pourrait peut-être intéresser un plus grand nombre de personnes
dans le webinaire ce soir, c'est une recherche qui a été financée par le American Institute for Avalanche Research and Education, qui vont regarder les bonnes habitudes après une formation comme un CSA1 ou un CSA2 qu'on a ici. Ils ont regardé environ plus de 1500 répondants selon 3 groupes différents. Une partie des personnes qui avaient complété un cours cet hiver, une partie que ça faisait 1 an, et des personnes que ça faisait 2 ans qui avaient répondu le groupe. Eux, ils ont fait un questionnaire d'environ une trentaine de questions qui s'intéressent à beaucoup d'aspects différents. Moi, ce soir, je vous en présente 4 que j'ai trouvé vraiment intéressants sur l'utilisation des matériels de sécurité, les habitudes de planification, les habitudes pré-départ, mais aussi les habitudes de déplacement. Je vais sortir les grandes lignes un peu pour passer vite sur cette étude. Les grandes lignes nous disent que la majorité, plus de 50% des usagers, vont pratiquer les techniques de sauvetage avec le DVA 1 à 2 fois après une formation, qu'il y avait seulement 15% des personnes qui n'étaient pas allées se pratiquer après une formation. Aussi, la plupart d'entre eux utilisent cette pratique dans un contexte de scénario avec un ou plusieurs partenaires. Donc là, je vais faire un petit astérix en disant que si vous avez eu une formation CSA1, CSA2, puis ça fait longtemps que vous n'êtes pas pratiqué, mais je pense que c'est une belle façon de commencer la saison. Même si vous avez fait un cours professionnel, c'est important de tout le temps se pratiquer. Ici, on a la chance d'avoir le parc DVA derrière le CDS où on peut avoir vraiment des beaux scénarios de pratique, puis c'est facile avant de partir. On se pratique ensemble, puis on part un peu plus la tête sûre. Aussi, une des grandes lignes dans les résultats, c'est qu'après les formations, tous les usagers disent regarder le bulletin d'avalanche puis la météo avant de partir et même des fois durant les déplacements. Ça, c'est vraiment une belle habitude à prendre de regarder le bulletin, mais aussi regarder la météo, ce qui s'en vient au courant de la journée ou au courant des prochaines journées là, pour être sûr de faire des déplacements qui sont sécuritaires. Aussi, avant les formations, en moyenne, les usagers disent vérifier les différents modes de DVA à l'occasion, mais après, en moyenne, c'est avant tous les déplacements. Ça aussi, c'est une autre bonne pratique à avoir de tout le temps vérifier les modes de DVA, mais pas seulement un des modes, mais des fois même par les 2 modes qu'on a sur nos DVA dans la vérification. La suite des grands résultats, beaucoup d'entre eux remarquent des signes d'instabilité durant leur sortie et adaptent les déplacements. Font aussi un retour de la sortie avec les membres du groupe après la sortie. Ça, c'est un autre point qui est vraiment intéressant, d'être capable de remarquer des signes d'instabilité, de s'adapter durant notre journée, mais aussi de faire un retour sur ce qui s'est passé, comment on peut s'améliorer, comment on peut être un meilleur groupe. C'est vraiment un beau résultat à avoir. Il y a aussi certaines personnes qui disent avertir maintenant une personne de leur déplacement. Donc, un peu avoir un ange gardien, puis discuter d'un plan d'urgence. J'ai trouvé intéressant de le mentionner parce qu'actuellement, ben, dans le parc, on n'a pas de réseau cellulaire, puis s'il se passe quelque chose, ça peut être difficile de communiquer avec l'extérieur si on n'a pas des moyens de communication satellite. Fait que le fait de parler avec certaines personnes de nos déplacements, puis avoir un plan d'urgence pour sortir si jamais il faut, je trouvais que c'était important de le mentionner aujourd'hui. Par contre, le petit bémol que la recherche nous présente, c'est que dans certains cas, les habitudes peuvent être de moins en moins fréquentes selon le nombre d'années depuis la formation, d'où l'importance de prôner une formation continue et des cours de révision. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations-là? C'est beaucoup d'informations. Ben, moi, personnellement, ça me donne un intérêt de peut-être faire le même genre de travail ici au Québec avec nos fournisseurs de cours, de voir est-ce qu'on peut mieux connaître et comprendre le public cible des cours récréatifs. Une grosse partie de la recherche qui a été faite, que j'ai présentée ce soir, se concentre sur la démographie des groupes. J'ai décidé de ne pas la présenter parce que puisque c'est un sondage qui a été fait aux États-Unis, c'est peut-être pas représentatif de notre réalité ici au Québec, mais des questions sur le nombre d'années de pratique, le mode de transport, fait qu'on l'a vu aujourd'hui, beaucoup de personnes qui font du ski puis de la planche sur le webinaire ce soir, mais aussi le nombre de jours que les personnes vont passer dans l'hiver dans l'arrière-pays. C'est de l'information qui peut être vraiment intéressante selon moi pour mieux encore une fois, connaître et comprendre le public cible. Ça vient souligner les bonnes habitudes qu'on développe durant les cours, mais ça vient aussi nous rappeler que quand on ne les pratique pas, ces habitudes peuvent devenir de moins en moins fréquentes. C'est tout ce que j'avais à vous présenter ce soir. Mon but, ce n'est pas de vous bombarder de sciences et plein de statistiques, c'est vraiment de synthétiser 2 articles que j'ai trouvés vraiment intéressants, que je voulais vous partager. J'ai mis les liens ici si vous voulez avoir plus d'informations. Je vous remercie de l'écoute. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas dans le chat, ça va me faire plaisir de répondre. Mais aussi, si vous avez d'autres sujets intéressants ou des questions sur des thèmes qui vous intéressent, par exemple les changements climatiques, les facteurs humains, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir
de parler avec vous ou sinon même de peut-être faire un autre webinaire sur d'autres sujets. Je reste disponible si jamais il y a des questions. Sinon, comme j'ai dit, mon adresse courriel est ouverte pour les questions qui vont venir plus tard. Merci beaucoup, Benjamin. C'est super. Ça fait longtemps qu'on avait le désir d'avoir quelqu'un avec une rigueur scientifique dans notre équipe. Donc, on est vraiment content de t'accueillir. C'est ça, là, juste pour l'audience. La plupart des gens qui travaillent chez Avalanche Québec, on a transité vers ce travail-là de par notre passion pour le plein air. Donc, on arrive peut-être plus du secteur plein air, de l'industrie plein air. Il y a quelques personnes qui arrivent par la voie scientifique, dont Dominique Boucher, avec sa maîtrise là, à l'époque. Mais on est vraiment content d'avoir une diversité là, d'employés ici. Puis, si jamais, c'est ça, les gens, vous avez des questions, vous avez vous lisez des articles dans l'hiver, puis vous avez envie que quelqu'un vous fasse un sommaire un petit peu plus vulgarisé, ben ça va être Benjamin, la personne ressource pour ça. Donc, il y a deux liens qui ont été publiés dans le chat. En fait, est-ce que tu peux les publier, Benjamin, mais à l'audience complète, s'il te plaît, au lieu d'un message direct? Donc, c'est ça, si jamais vous êtes intéressé à lire, c'est sûr que c'est des articles qui sont en anglais, mais c'est intéressant des fois d'avoir une perspective un peu plus nord-américaine ou européenne. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte questions-réponses. Et voilà, merci encore. On va poursuivre la soirée avec un autre de nos collègues que vous connaissez sûrement de par son nom. Jean-François Michaud. Donc, voilà, Jean-François, si tu es dans le coin, tu peux allumer ta caméra. Et Jean-François va nous parler des nouveaux produits pour la zone, des nouveaux produits hors zone pour les Chic-Chocs et des stations météo. Voilà à toi. Oui, merci Julie. Je vous accueille de Saint-Anne-des-Monts en direct de ma sécheuse. Je me présente rapidement, Jean-François Michaud, je suis prévisionniste à Avalanche Québec. Je travaille à Avalanche Québec depuis 2017, je crois. Et puis, je suis aussi responsable des services de prévision. C'est pour ça que je vais pouvoir vous présenter peut-être en détail les nouveautés qu'on va avoir cette année à Avalanche Québec. Je vais partager mon écran rapidement. J'ai fait un beau PowerPoint qui trahit un peu. Je suis pas de la même génération que Benjamin, mon collègue, qui avait fait un super beau PowerPoint. J'imagine que vous voyez ma présentation ici. Alors, les nouveautés cette année au niveau du service de prévision. Donc, je vous deux grandes nouveautés, si on veut. Au niveau de la station météo des Mines-Madeleine, là, ceux qui suivent un peu l'actualité là, d'Avalanche Québec, là, vous savez qu'on a eu des petits pépins l'année dernière. Et puis, je vais vous parler aussi d'un nouveau produit qu'on va offrir cette année, donc le produit de veille et d'avertissement hors zone. Alors, c'est ici. Je vais commencer tranquillement. Vous avez sûrement vu passer au fil des années là, dans nos réseaux sociaux des images comme ça qui reviennent quand même souvent. Des employés montés dans la tour l'hiver qui vont dégivrer la tour des mines. On s'entend, les mines Madeleine, c'est un milieu quand même assez hostile, si on veut. Et puis, ben, ça demandait beaucoup d'entretien. Cette tour-là, elle nous a rendu service pendant sûrement une bonne vingtaine d'années. Elle a pu survivre à tous ces intempéries-là. Mais malheureusement, l'an dernier, en décembre, là, on a perdu cette tour-là. Donc, après un mois de décembre très humide, avec beaucoup de givre, beaucoup de verglas, beaucoup d'épisodes de vent là, en haut de 150 km/h. Euh, on a eu un épisode, là, c'est ça, à 170 km/h. Là. C'est les derniers vents enregistrés avant que la tour s'effondre. Après plusieurs épisodes de givre, là, donc la tour était alourdie. Fait qu'on peut le voir là, ici, là, je tiens le haut-banc qui a cassé avec une partie du manchon, dans le fond, là, de verglas qui s'était formé là-dessus. Si on voit nos appareils aussi là, qui ont été encaissés là, dans une espèce de coffrage de glace pour l'hiver après. Donc, quand même une grosse perte. C'est des équipements quand même assez dispendieux.
Puis, ben, ça nous montre à quel point c'est quand même un défi d'opérer des stations météo là, dans des milieux comme ça. Tu sais, les enjeux qu'on a, ben, comme je le disais tantôt, c'est un milieu très hostile. Aux Mines-Madeleine, il y a une présence importante d'humidité. Donc, quand on parle d'humidité, on parle de givre, surtout au mois de décembre, janvier, quand le fleuve n'est pas encore gelé. On le vit encore cette année, là. C'est comme ça. Puis, probablement, je ne vais pas m'avancer trop, mais probablement qu'avec les changements climatiques, on ne s'en va pas vers une amélioration de ça non plus. Euh, je pense que tout le monde le sait, les vents les plus extrêmes, les plus forts sur Terre ont été enregistrés au Mont Washington. On est dans la même chaîne de montagnes. Est-ce qu'on a des vents à 300 km/h comme au Mont Washington? Peut-être pas, mais des vents à 200 km/h, ça arrive quand même relativement régulièrement aux Mines-Madeleine. Donc, les appareils doivent supporter ça également. Et puis, ben, vous pouvez vous imaginer que c'est difficile d'effectuer des réparations dans des conditions là, comme ça. Donc, ici, là, j'ai un petit exemple là, d'un employé d'Avalanche Québec là, qui doit travailler dans notre ancienne tour. Là, ça semble être des conditions pas mal idéales, mais bon, travailler les mains nues avec les ordinateurs exposés aux éléments, tout ça, c'est pas idéal. Mais, vous pouvez voir la qualité de mon PowerPoint. C'est maintenant du passé. Je m'impressionne moi-même. Alors, je vous présente Camine 2.0. C'est notre nouvelle station là, qui a été installée cet automne. On peut voir ici, en quelques semaines, elle est déjà bien givrée, mais les appareils réussissent à survivre avec des câbles chauffants bien efficaces. Euh, j'avais oublié que j'avais mis ça. Vous voyez, on impressionne vraiment tout le monde, même les gens d'affaires étrangers. Donc, je vous ai préparé un petit vidéo, dans le fond, pour vous montrer à quel point ça change un peu la donne pour nous d'avoir un petit abri comme ça qui est lié à notre station météo. Donc, conditions habituelles aux mines, un bon vent, un bon G. On peut voir ici les appareils qui sont fonctionnels. Et vous allez voir que travailler dans des conditions comme ça avant, c'était pas évident. Mais maintenant, notre ami Jack, l'expert, est capable de travailler à l'abri et d'être confortable. Donc, ça vous montre un peu quand même les conditions dans lesquelles on devait travailler, puis ce que ça nous permet, dans le fond, là, cette addition-là au sommet des Mines-Madeleine. Quelques photos sur la mise en place, dans le fond, de cette station météo-là. Ici, on peut voir là, les ancrages. Évidemment, ce conteneur-là doit supporter des vents à 160, 170 km/h. Doit supporter le givre aussi. Donc, ici, on a mis un peu comme des deadman, là, si on veut, là, des ancrages dans le sol, des barres de métal là, qui permettent sur lesquelles on est venu ancrer le conteneur pour s'assurer qu'il reste en place là, malgré le climat un peu extrême qu'il va avoir à vivre. On voit ici la montée du conteneur aussi, qui était quand même un bon défi là, pour les gens de la CEPAC, qui nous ont donné un bon coup de main. Donc, monter la DGT avec un conteneur comme ça sur un tracteur, ça n'a pas été évident. Quelques images aussi là, des débuts du projet, donc la montée du mât. Un grand moment pour nous quand on a vu que l'électricité était fonctionnelle, c'est quand même un élément essentiel là, au fonctionnement des appareils qui sont là. Et puis, bon, là, c'est ça, le projet qui avance un petit peu ici. Donc, comment vous allez faire pour avoir accès à ces belles données-là? En fait, j'ai mis un petit astérix parce que lorsque les problèmes techniques seront réglés, en fait, la station a été fonctionnelle là, pas mal toute l'automne et puis on a eu des problèmes de communication, évidemment, au début de l'hiver. Donc, on retourne la semaine prochaine, là, puis on a une bonne certitude qu'on va être capable de remettre tout en place puis d'avoir des données la semaine prochaine. Mais je vais quand même vous montrer en attendant comment aller consulter ces données-là qui sont rendues publiques, qui sont quand même très utiles là, dans votre planification quotidienne. Donc, sur notre site web, avalanchequebec.ca, dans l'onglet Station météo,
Vous allez avoir accès ici, on a la station du Gîte, la station Mont-Ernest-Laforce. Normalement, devrait s'insérer ici la station des Mines-Madeleine. Donc, on a une station au pied des montagnes, on a une station à mi-montagne, qu'on appelle un peu dans le jargon là, la station de neige, là. C'est-à-dire c'est une station qui n'est pas dérangée par les vents, où on a un manteau neigeux moyen qui nous donne une bonne idée là, de l'épaisseur du manteau neigeux en montagne. Et puis, vous allez avoir la station des mines qui va être évidemment notre station de vent. Je pense que tout le monde qui skie un peu sait que le vent est une donnée importante pour la répartition de la neige en montagne, la création de plaques à vent aussi. Et puis, si vous voulez, en cliquant sur les stations, vous allez pouvoir avoir accès comme ça aux dernières 24 heures d'enregistrement de la station. Donc, vous pouvez voir les tendances au niveau de la température, la température minimum, maximale, voir aussi les précipitations. On a l'équivalent en eau ici des précipitations qui tombent, puis ici, ben, le HS, là, la neige au sol. Donc, ça peut vous donner une idée des tendances, si le manteau neigeux se tasse, se fond ou si les quantités augmentent. Donc, c'est ici. Comment je fais pour retourner en arrière? Laissez-moi un petit peu de temps. OK, c'est bon. Euh, Alors, évidemment, ces projets-là, quand même, c'est des projets qui sont assez onéreux. On s'entend que non seulement c'est des ressources humaines qu'on a besoin là, pour faire des projets comme ça, mais les appareils qui sont là-dedans, c'est des appareils quand même très spécialisés qui doivent subir, encore une fois, là, des conditions assez extrêmes. Donc, c'est des projets qui coûtent quand même assez cher. Donc, on aimerait remercier nos partenaires principaux là, dans ce projet-là, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation du Québec, la Direction de la sécurité dans les loisirs et les sports, la MRC de la Haute-Gaspésie, l'Université de Sherbrooke et la CEPAC, Parc national de la Gaspésie, qui nous ont aussi donné un bon coup de main pour monter le tout en haut des mines, ce qui n'était pas nécessairement évident. Donc, ça fait le tour pour ce qui est. On les remercie, ouais, c'est bien fait. Ça fait le tour pour ce qui est de la station des mines. Vous pourrez peut-être poser des questions à la fin si jamais vous en avez. Là, j'essaierai d'y répondre peut-être à la fin de notre présentation. Sinon, un autre produit qui est nouveau cette année, c'est le produit de veille et d'avertissement hors zone. Pour ceux qui étaient là l'an dernier ou qui ont suivi un petit peu là, mettons, les actualités à Avalanche Québec, l'an dernier, on a fait un projet pilote. Donc, on a offert des bulletins d'avalanche pour le littoral et Murdochville. Donc, pendant 8 semaines, on a fait des bulletins complets pour ces deux zones-là, en plus de notre zone traditionnelle des Chic-Chocs. C'était des bulletins qui étaient produits le vendredi pour le samedi, dimanche suivant. Puis, on avait une équipe qui était dédiée à la prise de données puis les observations sur le terrain. Donc, une équipe de 2 techniciens qui allait 2 jours semaine là, pour chercher des données. Évidemment, à la fin de cette expérience-là, on a eu à faire des bilans. Plusieurs éléments positifs là, sont sortis de ça. Évidemment, je pense que c'est quand même un produit qui a été apprécié. Pour notre part, par exemple, il y a eu certains éléments qui sont sortis, surtout bon, autant de l'équipe de travail que dans notre réflexion personnelle, que peut-être venant du public. Des éléments qu'on trouvait peut-être pas nécessairement gagnants ou qu'on aurait aimé améliorer, disons. Entre autres, peut-être un enjeu. Les terrains auxquels l'équipe terrain avait accès, les terrains publics ou ben non, les terrains de la FQME étaient quand même limités. Puis c'est du terrain qui est souvent quand même très tracé. Donc, c'était difficile pour l'équipe terrain, si on veut, d'avoir accès à du terrain non dérangé, ce qui est quand même assez essentiel pour être capable de se faire une bonne idée du danger d'avalanche en montagne. Ça vient aussi avec la complexité des terrains privés et publics, là. Ceux qui connaissent un peu le littoral savent que c'est un amalgame un peu de tout ça. Puis des fois, les terrains accessibles, les terrains communautaires ou de la FQME sont encaissés dans des terrains qui sont privés. Donc, on ne peut pas avoir accès nécessairement à ces terrains-là pour avoir du terrain non dérangé. C'était un des enjeux qu'on avait aussi.
J'ai appelé ça aussi le timing du danger d'avalanche versus la production de la fin de semaine. Bon, comme on produisait seulement des bulletins la fin de semaine, on sentait qu'on n'offrait pas toujours le meilleur timing, je pense que j'ai pas de meilleur mot, en lien avec le danger réel en montagne. C'est-à-dire, c'est un peu frustrant de produire un bulletin la fin de semaine quand ta tempête est le lundi, par exemple. Je pense que tout le monde peut saisir ça. Euh, aussi, ben, ça demande des ressources quand même importantes d'être capable de produire des bulletins quotidiens. Donc, être capable de produire un bulletin journalier pour toute la semaine, pour nous, c'était pas envisageable compte tenu des besoins là, que ça demandait, des demandes. Et puis, sinon aussi, un autre enjeu qu'on avait, c'est qu'on utilise, en utilisant les mêmes outils que pour le bulletin traditionnel là, des Chic Chocs, euh, ben, la plupart, si on prend le littoral, la plupart du littoral, en fait, l'entièreté du littoral est sous la limite forestière. Donc, on pouvait seulement émettre des bulletins à une bande d'élévation. Et puis, ben, c'est très rare que c'est du terrain qui permet ou qui justifierait d'utiliser un indice plus que modéré. Ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Fait qu'on avait un peu l'impression d'avoir un coffre d'outils très, 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 très complet, mais de peut-être s'en servir, de se servir de seulement certains éléments. Donc, c'est un peu ce qui est ressorti de notre bilan de fin de saison, puis c'est pourquoi on a décidé d'offrir d'autres choses cette année. Euh, donc, nos objectifs, c'est d'offrir un produit qui répond mieux aux besoins, qui va être un petit peu plus réactif que le bulletin du projet pilote, puis qui est aussi à la mesure de nos ressources disponibles. Comme je disais tantôt, il y a des coûts qui sont associés à la production de bulletins. Nous, on voulait offrir quelque chose qui était financièrement et humainement possible pour nous, sachant qu'on n'a pas d'argent qui est spécifiquement alloué à à ce produit-là. Donc, on voulait être capable d'offrir quelque chose qu'on est capable d'insérer dans nos opérations là, régulières. Donc, ce qu'on a retenu comme solution, c'est un produit de veille d'avertissement ponctuel qui ne sera pas un bulletin d'avalanche. Puis ça, c'est super important que tout le monde le comprenne, que ce soit le message qui soit véhiculé. C'est pas un bulletin d'avalanche, c'est une veille, tout simplement. On lève un drapeau, un heads up, appelez ça comme vous voulez. On va pas non plus se limiter à des zones prédéterminées. Donc, l'année passée, on avait le littoral Murdochville. Là, on va essayer peut-être de répondre aux besoins. Comme ici, j'ai montré quelques exemples là, dans les cartes. Si on sent qu'il y a un danger spécifique au littoral, on peut émettre un indice, pas un indice, excusez, je ne veux pas confondre personne, une veille pour le littoral. Ici, ça serait par exemple pour l'ouest des Chic-Chocs, ici pour l'est des Chic-Chocs. C'est des exemples que je donne, mais on pourrait adapter les zones aux besoins qu'on veut souligner, mettons, pour le public. Je serais inspiré un peu, là, pour vous donner un exemple, je serais inspiré un peu des veilles météo d'Environnement Canada ou même de Météo Média, là. C'est-à-dire, c'est ça, on lève un drapeau pour informer le public qu'il y a une situation comme particulière en montagne liée au danger d'avalanche. Euh, Rapidement, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, ça serait un peu les critères sur lesquels on se baserait pour émettre ces veilles ou ces avertissements-là. Donc, ça doit répondre à au moins un des critères suivants. Tu sais, souvent, on va probablement un peu se coller aux avertissements de neige, aux avertissements de tempête hivernale. On s'entend que quand il y a des tempêtes hivernales, le danger d'avalanche par défaut augmente un peu en montagne. Donc, des surcharges comme rapides, de 15, tu sais, ici on a 15 cm ou plus, 25 cm ou plus en montagne. Euh, des pluies importantes aussi peuvent faire qu'on va émettre ce système de veille-là. Donc, plus de 50 mm en moins de 24 heures ou 50 mm ou plus ou 100 mm même en moins de 48 heures. Puis, on veut aussi, au besoin, pouvoir s'en servir si on a des cycles d'incidents, mettons, que ce soit peut-être sur des couches faibles persistantes qui vont être vérifiées, qu'on sent que c'est important de souligner. Par exemple, l'an passé, il y a eu quelques accidents c'est l'an passé ou l'an dernier, en tout cas, peu importe. Il y a eu quelques incidents sur une couche faible persistante à l'ouest des Chic-Chocs, dans le coin du Mont Logan. Ça pourrait être suffisant pour nous
d'informer le public qu'il y a un danger spécifique peut-être dans cette section, dans cette région-là, qui est à l'extérieur de notre bulletin. On pourrait se servir de ce produit-là là, pour lever un drapeau puis informer le public d'avoir une vigilance peut-être un peu accrue par rapport à ça. De quoi ça va avoir l'air? Là, j'ai quelque chose qui est dans mes jambes un peu. Je vous ai donné, je vais faire un petit exemple ici. Attendez un instant. OK. Donc, vous allez aller sur le site d'Avalanche Québec. Lorsqu'on va avoir une veille qui va être activée, vous allez voir un bandeau comme ça apparaître là, sur notre site, sur l'ensemble de nos pages. Et puis, à ce moment-là, bon, ici, c'est un produit test, mais ça pourrait être un avertissement ou une veille, disons, on va prendre un exemple facile, là, mais pour le littoral des Chic-Chocs, parce qu'il y a une tempête on sent qui va affecter particulièrement le littoral à cause des bourrasques de neige, peu importe. Fait que vous allez cliquer sur l'onglet Plus d'informations. Ça va vous mener vers une autre page où vous allez voir, dans le fond, la région qui est affectée par cette veille-là, puis un descriptif. Là, c'est juste un test, mais un descriptif, dans le fond, qui va vous donner l'information nécessaire pour comprendre qu'est-ce qui se passe là, dans cette région-là. C'est ça. Euh, Nous, la façon qu'on voit ça, c'est un peu pour offrir un produit peut-être partenaire au Danger Hater, qui est le produit là, offert par Avalanche Canada, dans le fond, pour être capable de prendre des décisions en zone, hors zone, comment je peux dire ça? Ouais, c'est ça. C'est pour aider à la prise de décision lorsque vous sortez d'une zone qui est couverte par un bulletin d'avalanche. Donc, c'est une façon, dans le fond, d'éliminer les biais cognitifs que vous pouvez avoir. Là. On l'a tous, là, quand on va skier, on veut skier de la poudreuse, on veut skier des grosses lignes, etc., etc. Donc, quand on n'a pas accès à un bulletin d'avalanche, c'est un biais un peu conservateur qui nous est suggéré, dans le fond, pour être capable de prendre une décision qui est plus éclairée que notre seul besoin là, de skier de la poudreuse ou des grosses lignes. Donc, pour pouvoir, d'une certaine façon, notre produit de veille va venir répondre aux différentes questions qu'il y a dans le processus du Danger Hater. Ici, là, j'ai une version très, très, très simplifiée, mais si ça vous intéresse là, d'aller chercher un peu plus d'informations sur le site là, d'Avalanche Canada, vous allez avoir un descriptif là, plus en détail là, de comment utiliser le Danger Hater et puis les différents éléments qui le composent, puis les différentes définitions aussi là, pour être capable de répondre aux questions. Là. C'est quoi une surcharge critique, c'est quoi un réchauffement critique, etc., etc. Donc, pour moi, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, que ce soit là, par rapport à notre nouvelle station, aux stations météo ou à nos nouveaux produits? Je vais arrêter mon partage si je suis capable. Ouais. Merci, Jeff, pour la présentation. Il y a une question qui a été mise dans le chat que tu Ouais. peux peut-être répondre. Par curiosité, j'aimerais savoir d'où vient l'électricité qui alimente la station en parlant OK. de Camille. On est vraiment chanceux parce qu'au sommet du Petit Mont-Saint-Anne, ceux qui sont déjà allés, il y a une tour de télécommunication qui est déjà présente. Donc, on a un accès là, privilégié là, à leur électricité, là, ce qui change vraiment la donne pour nous parce que ça rend. Vous pourrez en parler à Ben qui opère des stations en montagne sur des batteries. C'est vraiment une autre paire de manches. Puis il y avait aussi deux questions, deux personnes qui ont levé la main. Fait qu'il y a Marie-Julie qui a levé sa main. Si tu veux ouvrir ton micro, poser ta question. Est-ce que je dois faire quelque chose, moi, ou c'est. Ah, OK, super. Excusez, je pense que c'est un pocket call. Ah, OK. Ouais. Non, Bah, pas de problème. Il y avait aussi Nicolas qui avait une question. Salut JF. Salut, Nico. Ouais, je me demandais, c'est super intéressant les zones de veille et d'avertissement. Est-ce que le critère ou le ou les critères vont être indiqués quand c'est activé? Puis aussi, est-ce que
techniquement curieux, là. Est-ce que c'est automatique ou c'est vous qui devez le vérifier à chaque fois qu'un des critères est rencontré? Donc, est-ce que Non, ça va être une décision qui est prise en équipe selon les critères, là, selon les critères un peu préétablis. Évidemment, nous, c'est ça, dans le détail, mettons, de la veille ou de l'avertissement, on va aller expliquer à quel niveau. Tu sais, si c'est une surcharge rapide du manteau neigeux parce qu'on attend 30 cm de neige, ben, ça va être ce qui va être spécifié là, dans le détail, mettons, de cette veille-là. Ouais. Mais non, c'est pas automatique. Ça va être une décision qui est prise en équipe par l'équipe terrain. Là, on s'est fait un processus à l'interne dans nos opérations pour s'assurer que le matin et le soir, on fait une veille. On prend un peu de temps là-dessus parce qu'il faut comprendre que c'est c'est inséré dans nos opérations régulières. Fait que c'est un petit bonus qu'on veut offrir pour se permettre d'avoir un peu un œil là, sur ce qui se passe en dehors de notre zone de prévision là, classique. voilà, c'est bien intéressant. Merci. Merci, Nick. Une autre question dans le chat. Est-ce que les bandes d'avertissement seront aussi visibles sur l'application mobile? Pour l'instant, non, pas cette année, mais évidemment, on voudrait l'intégrer là, dans le futur pour sûr. Là. C'est juste c'est un degré de complexité de plus. C'est un peu, sans être un projet pilote, c'est des nouveaux tests un peu qu'on fait cette année. Si on voit que ça fonctionne bien, puis une fois que ça va être bien au point, là, c'est sûr on va s'attarder plus à cet aspect-là. Tu sais, j'ai oublié de dire aussi, tu sais, oui, ça va être présent sur notre site web, mais on veut se servir aussi des réseaux sociaux quand on va avoir des veilles comme ça, là. Ça va être intégré dans nos publications de terrain, de fête de journée. On va essayer aussi de se servir de tous les canaux de communication qu'on a là, pour passer l'information. Mais merci. Je pense que ça fait le tour des questions qu'on a reçues pour l'instant. S'il y en a d'autres, on va pouvoir répondre. Mais maintenant, je passerai le micro à Julie pour sa présentation. Merci, JF. Voilà, on est rendu à la quatrième et dernière présentation de la soirée. C'est ça, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Julie Leblanc. Je travaille comme prévisionniste d'avalanche à Avalanche Québec et je suis aussi responsable des services professionnels, dont l'organisation de ce webinaire et d'autres informations via les infolettes et d'autres formations pour les instructeurs de cours, etc. Donc, je vais partager mon écran. Et pendant ce temps, peut-être, Benjamin, est-ce que tu voudrais partir le sondage sur la question à propos des tests de cisaillement à ski, donc les fameux ski-cotes. Ma question, c'est est-ce que vous en faites lorsque vous êtes en montagne, souvent à l'occasion, jamais, j'aimerais ça apprendre, ou jamais, c'est trop dangereux. Encore quelques petites secondes. Parfait. Donc, les résultats ont l'air de s'être stabilisés. Donc, on a environ 50% des gens qui ont répondu qui font des tests de cisaillement à ski à l'occasion. 31% nous disent qu'ils aimeraient bien apprendre à en faire, mais pour l'instant, c'est pas une pratique courante. Et 11% nous disent que c'est très fréquent dans leur pratique. 8% jamais. Donc, on va peut-être démystifier un peu là, les tests de cisaillement à ski. Donc, juste avant qu'on commence, là, je veux juste vous avertir, il y a beaucoup de mots que j'ai utilisés qui sont en anglais parce que j'ai de la difficulté à trouver l'équivalent francophone. Donc, à partir de ce moment-ci, les tests de cisaillement à ski vont s'appeler les ski cuts. Et voilà. Donc, ma question, c'est est-ce qu'ils sont dangereux? Donc, pour juste mettre la table sur la définition d'un ski cut, c'est une personne, un rider, qui traverse rapidement une zone de départ d'un couloir d'avalanche. Donc, le mot-clé, c'est la zone de départ. Et l'objectif, c'est de déclencher volontairement une avalanche. Et on veut prendre en compte que la vitesse va nous permettre de traverser la pente en toute sécurité. Donc, on espère que c'est ce qui va se passer.
Et on a utilisé le mot ski-cote lorsqu'on est un skieur, mais pour être un peu plus inclusif, si on est en snowboard ou en motoneige, on appelle ça des slope cuts, donc des tests de cisaillement de la pente, on pourrait dire. Donc, c'est dans cet objectif-là où le test peut se faire peu importe le mode de locomotion. Il y a plusieurs objectifs dans ce test-là. Donc, pour les pros qui sont assis dans l'audience, vous vous rappelez peut-être une présentation assez similaire que j'ai faite il y a plusieurs années. Donc, j'ai repris pas mal de contenu et je l'ai bonifié. Donc, c'est peut-être du déjà vu pour vous. Donc, les objectifs du test, il y en a deux. Le premier, c'est peut-être d'ordre défensif. Donc, on dit qu'on veut retirer la neige qui est instable avant que les avalanches ne deviennent trop grosses. Donc, l'exemple le plus concret, c'est que c'est un patrouilleur, comme on voit sur la photo ici, qui va faire un ski-cote en haut du couloir. Donc, il va vouloir nettoyer la pente au fur et à mesure que la neige de tempête s'accumule. Et l'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'il passe, ce soit des petites avalanches qui se déclenchent au lieu d'attendre que la tempête soit terminée et que par la fin de la tempête, les avalanches soient très grosses. Donc, ça, c'est une pratique assez courante. Et sinon, l'autre objectif, ça pourrait être de type plutôt offensif et on voudrait tester des instabilités de neige de surface. L'exemple le plus commun, c'est un guide ou un skieur qui va tester la pente pour savoir la sensibilité de déclenchement par un skieur. Donc, quand on écrit des bulletins d'avalanche, on veut savoir si c'est possible, si c'est probable ou c'est très probable. Donc, on a besoin d'avoir cette information-là sur la sensibilité du déclenchement et le test de ski-cote va pouvoir nous donner cette information-là pour nous donner un peu plus d'informations. Donc, c'est un test qui est utilisé assez fréquemment pour différentes raisons. Et voilà, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc ici, on a un patrouilleur qui va utiliser la technique pour déclencher des petites pochettes de neige instables. Donc, on va revoir la vidéo un peu plus au ralenti. Donc, c'est un exemple qui est très bien. Là, on va expliquer pourquoi. Donc, vous notez sa position, sa vitesse, le terrain, etc. On va en parler dans quelques instants. Donc, les avantages de faire un ski-cote ou un test de cisaillement en ski, ben, sont nombreux. Donc, ça nous donne des informations essentielles à propos du manteau neigeux. Premièrement, c'est que c'est assez rapide. Habituellement, on est sur nos skis, donc on n'a pas besoin de sortir la pelle, pas besoin de sortir le carnet. On peut facilement et rapidement faire ce test-là. C'est un test qui est excellent pour la neige de surface, la neige qu'on dit molle, et on veut vraiment tester des instabilités qui sont en surface. Vous allez voir tantôt qu'est-ce que ça veut dire en surface. Est-ce que c'est 5 cm ou c'est 50 cm? On va mettre des chiffres là-dessus, ça sera pas long. C'est une évidence de première ligne, donc une évidence directe. On veut savoir si on est capable de déclencher des avalanches et si on en voit, on est capable d'en déclencher facilement. Ça donne beaucoup de preuves là, dans notre évaluation. C'est un bon indice aussi pour les points de fragilité du manteau neigeux. Donc, on se dit souvent, la rupture va s'initier dans une convexité de pente. Donc, ça nous donne des bons indices sur est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer. Donc, ça joint un peu la théorie avec la pratique. Ça nous donne aussi un bon apprentissage sur la variabilité spatiale et temporelle du manteau neigeux. Donc, pour ceux qui ont suivi leur cours, vous savez, on n'arrête pas de parler de la variabilité au niveau du terrain, la variabilité au fur et à mesure de la journée, des semaines, des mois. Donc, c'est de la théorie. Donc, c'est assez difficile ce concept-là à comprendre en classe, mais sur le terrain, si on est capable de performer des ski-cotes, ça peut nous aider sur ce concept-là. Et c'est surtout plus efficace que des explosifs pour la neige mouillée sans cohésion. Donc, pour les gens qui vont travailler en station de ski, qui vont faire du contrôle d'avalanche, c'est vraiment une technique qui est assez fréquente, surtout lorsque la neige est mouillée.
Il y a quand même des inconvénients, donc c'est important à savoir que c'est inefficace pour de la neige dure, des plaques de neige dure où est-ce que nos skis s'enfoncent pas dans la neige, ça sert à rien de faire un ski cut. C'est dangereux si on a des instabilités qui sont profondes et on dit profond, ça va partir de 20 cm. Donc, si on a une couche fragile qui est enfouie à plus de 20 cm, c'est déjà trop profond pour faire un ski cut. Il y a quand même des forts potentiels de blessures. Donc, le but, c'est de déclencher une avalanche, puis on essaie de penser que même si on la déclenche, on va s'en sortir. Donc, les risques sont quand même présents. Ça peut être aussi nous donner une fausse information si on n'a aucun résultat. Donc, on peut partir avec l'idée qu'on n'a pas déclenché d'avalanche avec notre ski cut, donc on peut skier cette pente-là. Ça peut être aussi dangereux s'il y a un piège naturel sur la pente. Vous allez voir tantôt, on va parler de quel type de pente on peut utiliser pour faire des ski cuts. Et c'est assez limité selon les recherches que j'ai faites. Et aussi, si le terrain est vaste et les pentes sont interconnectées, ben là, on a un fort potentiel de propagation de l'avalanche sur la pente en entier et ça peut créer des avalanches de grande taille. Donc, ça peut être facilement et rapidement dangereux. Donc, les études que j'ai regardées, en fait, c'est Dr. Bruce Jamieson et ses collègues en 2019 qui ont fait une étude avec des professionnels en avalanche. Il n'y a aucune étude pour l'instant qui a été faite au niveau des gens récréatifs, donc des adeptes de plein air. Cette étude-là a été menée au Canada et aux États-Unis et ils ont recueilli des informations avec les gens qui travaillent comme guides de ski mécanisé, c'est-à-dire le cat ski, heavy ski et les patrouilleurs de station. Et en tout, il y avait environ 1,5 million de tests de cisaillement qui avaient été faits. Environ 300 tests par hiver pour un total de 40 ans d'expertise. Donc, l'échantillonnage de cette étude-là est assez grande. Et vous voyez sur l'écran juste à côté, en fait, le diagramme, c'est la grosseur des avalanches qui ont été déclenchées. Donc, taille D1 et 1,5, c'est la grosseur des tailles. Donc, comme on s'y attendait, la plupart des avalanches qui ont été déclenchées par les tests de ski cut sont petites ou du moins plus petites que taille 2. On se rappelle qu'à partir de taille 2, c'est suffisamment grand pour blesser, ensevelir ou tuer une personne et qu'il y a quand même une bonne proportion d'avalanches de taille 2 à 2,5 qui ont été déclenchées et même de taille 3 plus. Donc, c'est sûr que la distribution est plus grande au niveau des petites avalanches, mais même si on veut déclencher une petite avalanche, des fois, la situation tourne autrement et finalement, on se ramasse à déclencher une très grande avalanche. Donc, les risques qui sont associés là, à ce type de test-là, l'étude montre en fait qu'il y a 5 différents types de blessures qui peuvent arriver, bien sûr en proportions différentes. Donc, quasi-accident, un near miss, c'est ouf, j'ai eu peur, j'aurais pu me faire mal. Donc, une fois par 2500 fois. Blessure légère un petit peu plus fréquent. Arrêt de travail, une personne qui s'est blessée sévèrement pour être en arrêt de travail une fois sur les 150 000 tests de ski cut. Une personne qui s'est blessée sérieusement et qui a mis fin à sa carrière. Et une personne seulement par 10 millions qui a trouvé la mort. Donc, bref, c'est quelque chose qui est quand même assez dangereux, même si on voit souvent ça dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, les gens vont faire des ski cuts, on entend parler des ski cuts, on veut faire un ski cut, c'est le terme du jour. Sachez qu'il y a quand même des risques qui sont associés à cette pratique-là. Et puis, l'article, elle nous dit qu'en fait, comme il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites au niveau des pratiquants de niveau récréatif, ben, les risques sont accrus de par leur peu d'expérience, le peu de connaissances du manteau neigeux et surtout le peu de pratique. Un ski cut, on n'apprend pas ça non plus dans les livres. C'est une technique qui s'apprend sur le terrain, donc il faut être encadré avec des experts pour pouvoir nous apprendre là-dedans. Donc, je vous pose des questions, donc à réfléchir peut-être chacun de votre côté. Vous lisez le bulletin d'avalanche.
des chic-chocs, par exemple, et vous notez que le problème d'avalanche en vigueur pour demain est un de ceux-ci. Et vous dites, est-ce que c'est une bonne idée de faire un ski cut avec une plaque avant, de la neige sans cohésion, de la neige de tempête, de la neige mouillée, des plaques persistantes, des plaques profondes persistantes ou des corniches? Donc voilà les réponses. Donc, on a dit que c'était de la neige de surface qui posait pas de problème. Donc, on voudrait faire des tests de cisaillement avec des problèmes de neige sans cohésion, qu'elle soit sèche ou mouillée, ou avec des problèmes de neige de tempête. Les plaques avant, quand elles sont en formation et qu'elles sont encore assez molles, assez friables, c'est peut-être une bonne idée de faire des tests de ski cote. Mais dès que la plaque devient assez dure puis que nos skis ont de la misère à s'enfoncer dans la plaque, c'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser un ski cut. Puis les problèmes qu'on veut vraiment éviter, là, donc si vous voyez dans le bulletin un problème de plaque persistante ou de plaque profonde persistante, on veut vraiment pas utiliser cette technique-là. Et la cause, en fait, c'est que c'est des avalanches qui sont vraiment imprévisibles. Donc, on n'est pas capable de savoir quand est-ce qu'elles vont se déclencher, où est-ce qu'elles vont se déclencher. Donc, c'est assez imprévisible et aussi, elles peuvent être de très grande taille pour nous blesser. Donc, ce qui mène à la question suivante, à quelle taille d'avalanche puis-je m'exposer? Donc, pensez à l'idée que c'est un test et qu'on veut juste obtenir des informations sur la neige. L'objectif, c'est pas de se faire ensevelir et de tester nos partenaires avec leurs compétences de recherche et sauvetage. Donc, vous avez sur la gauche une petite photo avec un skieur en référence, une petite avalanche, pardon. Et de l'autre côté, une grande avalanche de plaques qui s'est propagée un peu partout. Donc, ma question, c'était avec l'échelle de taille d'avalanche qui varie de 1 à 5, quelle taille d'avalanche puis-je m'exposer sans vraiment me blesser? On a aussi, si vous regardez la colonne du milieu, là, ça dit la profondeur type de l'épaisseur de la plaque. Et en fait, la bonne réponse, ou en fait, la réponse qu'on cherche, c'est des petites avalanches de taille 1 qui font environ 15 à 20 cm de profondeur, qui sont capables de générer peu de masse de neige pour ensevelir les gens. Dès qu'on arrive à partir de taille 2, donc 30 à 40 cm d'épaisseur de plaque, c'est déjà trop gros pour se permettre de faire un ski cut. Donc, ça génère suffisamment de masse pour pouvoir nous ensevelir. Donc, c'est important de retenir cette information-là. Ensuite, si on se dit, OK, là, je vais regarder le bulletin d'avalanche, ça parlait de neige de tempête, ça disait 10 à 15 cm, je me promène sur la montagne, je vois ça qui se dépose sous mes skis, donc mes skis s'enfoncent d'environ 15-20 cm, je me dis, ah, c'est peut-être un bon moment pour faire un ski cut. Maintenant, je veux trouver mon terrain. Donc, sur quel genre de terrain je peux me permettre de faire un test en pensant que l'objectif, encore une fois, c'est de tester l'instabilité et non pas de tester mes compétences de recherche et sauvetage. Donc, on a sur la gauche un piège naturel classique, encavé, genre de couloir, et on a sur la droite une pente convexe assez courte, sans piège naturel. Donc, ça parle la photo parle par elle-même. On veut éviter les pièges naturels, donc on veut éviter de se retrouver dans un endroit qui va augmenter les conséquences d'une avalanche. Oui, on veut tester la neige, mais on veut être capable de s'échapper si jamais ça tourne mal. Donc, la photo de droite illustre vraiment le type de terrain presque parfait, en fait, pour faire un test de ski cut. Sans piège naturel, courte convexité, beaucoup d'espace autour. Je vais vous montrer la vidéo. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez ou réfléchissez à qu'est-ce que vous pensez si vous jugez que c'est une bonne pratique ou pas.
On voit des arbres en bas qui a déclenché aussi une autre petite avalanche en simultané. La personne qui a été chanceuse, la plaque est assez profonde. Donc voilà, j'ai choisi cette photo-là, cette vidéo-là pour illustrer une pratique plus ou moins bonne d'un ski-cote. La première chose qui saute aux yeux, c'est que la personne est arrivée avec très peu de vitesse. Ça, c'est peut-être à son niveau technique. Et aussi, le terrain est assez conséquentiel là, avec les arbres au bas de la pente. Donc, c'est pas nécessairement un bon exemple. Le prochain vidéo, il n'est pas de bonne qualité, je m'excuse, mais ça parle par lui-même. Donc, encore une fois, regardez qu'est-ce que vous pensez de ce choix de terrain-là et de cette technique de ski cote. Voilà, clairement, dans cette vidéo-là, il y avait beaucoup de masse, beaucoup de neige pour pouvoir ensevelir, blesser quelqu'un. La personne arrivait avec une bonne vitesse, mais ça s'est propagé au-delà de ses espérances. Et il a quand même été chanceux, il s'en est sorti avant de se faire prendre dans l'avalanche. Donc, pas un bon exemple non plus à répéter. Donc, mon prochain discours, en fait, c'est comment se blesser. Comment on fait pour se blesser en faisant une scotte. On verra après comment faire ça de façon sécuritaire, mais les deux exemples en vidéo que je vous ai montrés illustrent que soit on skie trop bas sur la pente et on se fait prendre dans l'avalanche, soit on skie trop lentement et on n'a pas de vitesse pour se déplacer de part et d'autre de la pente, soit on n'a pas identifié des sorties de sécurité. Donc, on veut être d'un endroit sécuritaire à un autre endroit sécuritaire. On peut se blesser aussi en testant des plaques dures, en testant des larges pentes, comme le dernier vidéo qu'on a vu, ou du terrain avec des pièges naturels. Donc, si vous faites tout ça ou un de ces points-là, vous êtes certain de pouvoir vous blesser. Donc, comment on veut faire ça en toute sécurité? Il y a plusieurs articles, j'ai fouillé dans des livres, dans des articles, j'ai vérifié auprès de différentes organisations et tout le monde arrive avec un consensus. Premièrement, ben c'est ça, on peut faire ça soit en ski ou soit en motoneige. Si on est en ski, ça prend des fixations qui sont débrayables, donc probablement que les snowboarders, si vous n'avez pas de fixation débrayable, ça va être assez dangereux, merci. On va être capable d'avoir des équipements de sécurité en avalanche avec soi, des VA Pelson et idéalement aussi un sac gonflable d'avalanche pour pas se faire ensevelir. On veut avoir un ou deux observateurs qui vont maintenir un contact visuel avec nous. Donc, les observateurs sont en retrait de part et d'autre de nous et nous gardent un contact visuel pendant le test de ski cote et aussi pendant que l'avalanche se déclenche. On veut choisir une courte pente convexe. C'est pour ça que j'ai choisi la photo que vous voyez. Donc, une pente courte avec une convexité assez abrupte pour pouvoir justement déclencher l'avalanche et que ça soit de petite taille et que le point de déclenchement soit prévisible. On veut partir d'un site sécuritaire et se rendre à un autre site sécuritaire. Et ce qui est vraiment important, c'est d'assumer que l'avalanche va se déclencher. Donc, souvent, on part avec l'idée que ça va être correct, je vais traverser la pente, il n'y aura pas de problème. Mais si on part avec la prémisse que l'avalanche, elle va se déclencher, peut-être qu'on va approcher la pente de façon différente. Puis sinon, ben, on peut aussi s'attacher avec une corde. Donc, ça, c'est des pratiques qui sont assez courantes. Donc, si on se dit, c'est dans un couloir, je pense que je vais partir avec l'avalanche si jamais je fais un ski cote. J'ai pas envie de me blesser, il y a un piège naturel en bas, ben on peut s'attacher puis aller nettoyer le haut de la pente ou faire un ski cote de par le haut de la pente en étant attaché. Ça rend le tout un peu plus sécuritaire.
Donc, les essentiels à retenir pour faire les ski-cotes, ben, il faut se demander pourquoi on fait ce test-là a priori. Donc, est-ce que c'est pour nettoyer les instabilités de tempête? Est-ce que c'est pour tester la sensibilité au déclenchement? C'est quoi notre objectif? Il faut comprendre aussi les informations du bulletin. Donc, on a parlé des problèmes d'avalanche. Quel problème d'avalanche je peux me permettre de faire un ski-cote? Choisir des bons partenaires, non seulement qui sont capables de maintenir un contact visuel avec nous, mais qui sont aussi prêts. Si jamais ça tourne mal, ils vont être capables de venir nous déterrer. Sélectionner un terrain qui est approprié. On a vu les courtes pentes sans piège naturel. Et on veut aussi connaître les détails du manteau neigeux. Est-ce qu'il y a des instabilités profondes qui n'ont pas été mentionnées parce que justement, je suis dans un endroit qui n'a pas de bulletin d'avalanche? Je ne sais pas. Donc, de fouiller un peu, d'investiguer dans le manteau neigeux pour voir s'il n'y a pas des couches fragiles qui sont enfouies plus profondément que la surface. Et aussi, ben, il faut maîtriser la technique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on apprend tous les jours. Donc, mon conseil, ce serait de se pratiquer sur des courtes pentes, sans conséquence, pour connaître la vitesse à laquelle on doit se déplacer, la force qu'on doit pousser sur nos skis, etc. Donc, on peut choisir des petits terrains, des bons moments pour maîtriser notre technique et apprendre des autres experts. Il y a sûrement des gens qui en font plus souvent. On a vu dans l'audience qu'il y a des gens qui en faisaient assez souvent. Donc, on peut peut-être demander conseil à ces gens-là. Les tests de cisaillement sont très utiles, mais les situations où il est possible de le faire de façon sécuritaire sont assez rares. C'est un peu le message que je veux passer. Je veux pas les bannir, je veux juste qu'on sache exactement à quoi s'attendre lorsqu'on fait des tests de ski-cote. C'est des bons tests, mais on fait pas ça n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Donc, une petite dernière question avant de terminer. Vrai ou faux, j'ai fait un premier test de cisaillement et le résultat est négatif. Donc, je n'ai pas déclenché d'avalanche. Je peux conclure qu'il n'y a quasi aucun risque à skier cette pente. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. J'espère que vous avez, la plupart d'entre vous, eu cette réponse. Et en fait, on en parle beaucoup dans les cours d'avalanche, là, surtout au niveau professionnel. Il y a une grande variabilité spatiale dans le manteau neigeux. Donc ça veut dire que le manteau neigeux varie très rapidement d'un endroit à l'autre, aussi proche que 5 mètres les uns des autres. Donc la photo que j'ai mis là, c'est quelqu'un qui a creusé des tests Rouge Block. Pour ceux qui connaissent les tests Rouge Block, c'est des gros tests de 2 mètres par 2 mètres là, qu'on creuse. Et cette personne-là en a creusé une soixantaine sur une pente d'environ 40 mètres. Donc, les tests sont assez proches les uns des autres. Et vous voyez, les résultats varient de très instables à presque très stables. Donc, dépendamment d'où est-ce qu'on creuse notre profil de neige ou notre test, ça nous donne des informations qui sont valides uniquement pour cette zone-là. Donc, c'est important de ne pas généraliser avec nos résultats de test et surtout de ne pas conclure que s'il n'y a pas d'avalanche, on peut y aller les yeux fermés, c'est sécuritaire. Donc, dans le fond, juste pour terminer, au niveau de ma première question, est-ce qu'ils sont dangereux, les tests de cisaillement à ski? Ben, ma réponse, c'est ça dépend de quel type de preneur de risque que vous êtes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt engagé, qui percevez que le risque est faible et acceptable, donc vous pouvez nager avec les requins, pas de problème. Vous allez me dire, c'est pas tellement dangereux les tests de ski-cote. Et si vous êtes plus de type résilient avec une perception du risque qui est plutôt élevée et que vous jugez que c'est inacceptable, vous allez nager dans une cage avec des requins, mais vous n'êtes pas obligé de faire des tests de ski-cote. C'est un des outils qu'on a pour tester le manteau neigeux. On peut utiliser plein d'autres choses. C'en est un parmi tant d'autres, mais comme souvent, il est très publicisé ou ça fait des vidéos sur les réseaux sociaux assez spectaculaires. On dirait que les gens ont comme une tendance à le faire un peu n'importe comment. Donc, j'espère que vous allez prendre 2-3 minutes la prochaine fois pour réfléchir avant de vous engager. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. J'ai des vidéos ici et plusieurs articles. Si jamais vous êtes intéressés, je pourrais vous les partager. Alors, si jamais vous avez des questions, des commentaires, c'est des gens qui veulent lever la main, on peut ouvrir votre micro, vous laisser parler. Je vous laisse 2-3 minutes.
En fait, c'est la fin de la soirée et j'aimerais faire tirer des prix de présence. Je sais pas s'il y a encore des gens qui sont derrière l'écran ici. Mais c'est ça, je voulais faire tirer des abonnements à l'application Ski au Gaspésie. Donc, j'ai tiré au sort des noms parmi la liste des participants. Donc, je vais nommer vos noms. Et si vous êtes encore dans l'audience, vous pouvez nous écrire dans le chat votre adresse courriel et on va vous envoyer un code pour télécharger gratuitement l'application. Quand vous écrivez votre adresse, indiquez-nous aussi si vous êtes sur Android ou Apple parce que les codes sont différents. Donc, on a Anne-Marie Racine, qui est encore parmi nous, fait signe. On a aussi Dorian Malatrait, qui a gagné un code pour son application. Jérémy Morin. Myriam Durocher. Stéphanie Arnold. Donc, si vous êtes encore dans la salle, vous pouvez écrire dans le chat. C'est des prix de présence. Donc, si vous n'êtes pas là, on va faire tirer à quelqu'un d'autre. Et ensuite, je voulais juste montrer aussi les prochains événements. Donc, on a un autre événement qui s'en vient à Avalanche Québec. Hop, hop. Donc, pour les gens qui sont gradués du niveau 1 opération d'avalanche du CAA ou les étudiants qui sont inscrits au cours en 2024, vous êtes invités à participer au 5 janvier prochain à une journée des pros. C'est une journée qui va avoir des ateliers pratiques, profil de neige, tests d'instabilité, pratique d'EVA, évacuation de traîneaux d'urgence, etc. Donc, ça va être au Parc national de la Gaspésie. Toute la journée, vendredi le 5 janvier prochain. C'est une inscription obligatoire au coût de 40 pour la journée. Donc, vous pouvez trouver les liens soit sur nos événements Facebook. On va aussi en faire la promotion. Puis comme c'est des discussions qui sont un peu plus techniques, ben c'est pour ça que c'est réservé aux gradués de cours et non pas ouvert au grand public. Puis sinon, juste pour terminer, ben, je vous remercie de votre participation. J'ai noté jusqu'à 46 personnes qui étaient à l'écoute. Donc, merci d'avoir passé la soirée avec nous. Je voulais dire aussi que c'est un webinaire qui était gratuit, mais si vous jugez que vous désirez contribuer au service de sécurité en avalanche au pays, au Québec en particulier, vous pouvez faire un don à Avalanche Québec. J'ai mis le site pour faire un don où vous pouvez scanner le code QR. Donc, toute contribution est fortement appréciée. N'hésitez pas si jamais l'intérêt se montre pour faire un don à Avalanche Québec. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. Je vois une question dans le chat de Laurie qui demande est-ce qu'il va y avoir un prix d'étudiant? J'imagine qu'elle parle de la journée pro. Sinon, Laurie, tu peux rectifier le tir, là, mais j'imagine qu'elle parle de la journée pro. Non, c'est un prix fixe à 40 étudiant, pas étudiant, gradué, pas gradué. C'est un prix unique pour tous. Voilà, ben merci tout le monde. On a enregistré le webinaire, donc il sera disponible sous peu. Si jamais vous avez raté des sections où vous voulez les réécouter, ça va nous faire plaisir de partager les liens avec tout le monde. Donc, merci. Bonne semaine, bonne soirée.